été autorisé à s'installer à 3 km de l'endroit où Yanis résidait. Alors le 30 mars dernier, Yanis s'est ôté la vie, il s'est suicidé. Donc l'urgence, c'est cette loi, une loi dite IAIA. Je m'appelle Stéphie Alexandrian et je suis la présidente fondatrice de l'association CARL, qui est une association nationale d'aide aux enfants victimes de violences intrafamiliales et notamment de violences sexuelles. Yanis est un jeune garçon qui nous a contactés à l'âge de 15 ans en 2022 pour nous demander de l'aide quant à ce qu'il avait subi 3 ans plus tôt à l'âge de 12 ans. Il nous a écrit via le formulaire de demande en ligne sur Internet, mais il m'a également contacté sur les réseaux sociaux. Ce que Yanis nous a révélé, ce sont des agressions sexuelles, notamment une violente qu'il a subie de la part de son voisin de l'époque, un homme d'une 50aine d'années. Très vite, j'ai appris que son agresseur était multirécidiviste puisqu'il avait déjà été condamné 2 fois pour des faits similaires sur d'autres enfants. Je l'ai aidé à trouver le courage ou le moyen, je dirais, de parler à ses parents parce qu'il faut bien comprendre que pour un enfant, c'est pas simple de mettre des mots sur de tels sévices. Donc il a choisi, sur mes conseils, d'écrire une lettre qu'il a laissée à ses parents avant de partir au lycée. Ses parents l'ont accompagné pour déposer plainte à la gendarmerie. Suite à cela, son agresseur a été placé en garde à vue, puis déféré et incarcéré en détention provisoire dans l'attente du procès. En octobre 2023, cet homme a été condamné à 5 ans de prison non aménageable, assorti de 15 ans de suivi socio-judiciaire et d'autres peines complémentaires, étant précisé qu'il encourait 14 ans. 7 ans pour le délit d'agression sexuelle, qu'on double, puisqu'il était en état de récidive. C'était la 3e fois qu'il comparaissait pour des faits de ce type. Et une autre précision, à mon sens, essentielle et pas assez communiquée dans les médias, c'est qu'à ce procès, il y avait une 2e victime. Un autre jeune homme qui avait subi des agressions sexuelles de la part de cet homme, qui était un membre proche, en sens que son agresseur était son parrain. Quand l'agresseur d'Yanis est jugé, il est déjà incarcéré. Donc il a continué à purger sa peine et il a été libéré en février dernier, après 2 ans et 4 mois de détention, soit moins de la moitié de la peine à laquelle il avait été condamné. Si je dois expliquer la libération de cet homme, je dirais que c'est la pratique. C'est ce qui se fait en France aujourd'hui. Et que ce type d'hommes, ces pédocriminels, ont généralement un très bon comportement au cours de leur détention. Donc ils sont libérés pour bonne conduite. Dans le cas de cet homme, on l'a appris bien après, il a été libéré sous bracelet, avec des heures de sortie et je dirais une vie plus ou moins encadrée. Mais pour autant, il a été autorisé à s'installer à 3 km de l'endroit où Yanis résidait, puisque cet homme était son ancien voisin de quand il a été incarcéré. Yanis et sa famille ont déménagé à 3 km du lieu de son agression, puisqu'il louait un appartement aux frères de son agresseur. Cet homme-là s'est installé juste à côté, dans une ville où Yanis prenait les transports tous les matins, tous les soirs pour aller au lycée. Et la loi, aujourd'hui, n'oblige pas les autorités judiciaires à prévenir à la fois la victime et sa famille, lorsqu'elle est mineure, de la libération de son agresseur, de surcroît, quand elle est anticipée. Donc Yanis n'a pas été prévenu, c'est le papa qui l'a appris par l'intermédiaire d'une connaissance et il en a immédiatement informé son fils, de peur qu'il le croise et l'apprenne de la sorte. Quand Yanis apprend en février 2025 que son agresseur s'est réinstallé à 3 km de chez lui, il le dit lui-même avec ses mots, mais c'est le sentiment d'une remise à zéro, d'un retour casse-départ, d'avoir fait tous ses efforts et tout ce travail sur lui-même en vain. Ce sentiment qu'on lui laisse même pas le répit de passer son baccalauréat en sachant son agresseur enfermé, et donc lui, Yanis, en sécurité. Yanis, il a vécu comme une injustice, celle de trop. Il pouvait entendre que son agresseur ne soit condamné qu'à 5 ans. Il savait qu'il risquait d'être libéré à la moitié de sa peine. Mais 2 ans et 4 mois sans qu'on l'en informe, sans qu'on le prévienne, à 3 km de chez lui, c'était beaucoup trop lui demander. Alors le 30 mars dernier, Yanis s'est ôté la vie, il s'est suicidé. Et il a laissé derrière lui une famille, des parents, un petit frère, 2 grandes sœurs, endeuillés et condamnés à la tristesse pour toute une vie. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est de légiférer, de créer une loi et de compléter la loi, puisqu'il faut savoir qu'on l'a fait pour les victimes de violences conjugales. Les autorités judiciaires ont l'obligation d'informer les victimes de violences conjugales de la libération de l'auteur de ces violences, de leur ex-conjoint. En revanche, en ce qui concerne les enfants victimes de violences et de surcroît quand elles sont sexuelles, nous n'avons rien. Donc l'urgence, c'est cette loi, une loi dite IAIA, en hommage à Yanis, pour obliger la justice à prévenir les enfants victimes et leurs familles en cas de libération de l'agresseur. Je ne saurais dire pourquoi aujourd'hui notre code de procédure pénale ne tient pas compte de cette nécessité qui est vitale. Je pense qu'on a trop souvent tendance à omettre les enfants ou à pas les prendre en compte. Moi j'ai beaucoup de mal avec l'idée qui est on a pensé aux adultes victimes de violences conjugales, mais dans tout ça on n'a même pas pensé aux enfants qui y subissent. On sait qu'on a un système judiciaire qui ne réprime pas à la hauteur de la douleur de ces enfants. Et le minimum qu'on puisse faire pour eux, à savoir les prévenir de la libération de la personne qui a brisé leur vie, parce que c'est ce dont il s'agit. On brise la vie d'un enfant quand on l'agresse sexuellement.
Ça, non. Faire en sorte qu'à minima, on n'autorise pas la personne, donc l'auteur de ces violences, à s'installer juste à côté de sa victime, ça non plus. Aujourd'hui, on en est à un stade où le cas d'Yanis a fait la une de nombreuses presses. On en a beaucoup parlé. On a beaucoup raconté cette injustice, ce drame qu'est son suicide. Pour autant, est-ce qu'on est véritablement allé dans le fond des choses? Je ne crois pas. Je suis actuellement en lien avec différents parlementaires. J'ai à cœur de les voir se mobiliser. J'espère qu'ils seront à la hauteur. Et je crois que le suicide de Yanis les oblige. Et je pense que dans le fond, ils le savent. Maintenant, est-ce qu'ils iront à la vitesse où il faudrait aller? Est-ce qu'ils se donneront les moyens de légiférer? Je ne sais pas. En tout cas, j'y crois et je me battrai pour cela, aux côtés de la famille d'Yanis. Et je pense qu'il faut aussi que nous, citoyens, nous mobilisons. On ne peut pas laisser passer ça. On ne peut pas attendre qu'on ait un deuxième Yanis, un troisième Yanis. Or, c'est une urgence de tous les jours. Moi, j'ai reçu des témoignages de victimes sur des faits dramatiques, des viols, des peines de 20 ans où la personne était libérée dans la même ville et où la victime l'apprenait en croisant l'agresseur au supermarché. Et j'en ai reçu de ce type des dizaines. Ce jour, j'ai une famille qui vit la pire des injustices. Elle pleure son fils au cimetière et elle apprend que l'agresseur de leur enfant, le responsable, parce que c'est lui le premier responsable de tout cela, est en arrêt maladie aux frais de la société parce que affecté par le décès d'Yanis. Parce que ça aussi, il l'a dit dans la presse. Il tenait beaucoup à Yanis. Et c'est ce qu'il a dit d'ailleurs à une personne qui l'a suivi au cours de sa détention, à savoir, Yanis et moi étions amoureux. Il l'a voulu. Et il en était toujours là quand il a été libéré. Et aujourd'hui, cet homme est en arrêt maladie, aux frais du contribuable, et outre cela, il est placé sous protection. Donc on nous dit, on n'avait pas les moyens de prévenir Yanis parce que la loi ne nous y oblige pas, que ce n'est pas comme ça que cela se fait, et on n'a pas forcément les moyens pour ce faire. Par contre, on a les moyens de placer un homme multirécidiviste pour des faits de pédocriminalité sous protection. Et on demande à une famille de vivre à 3 km de cet homme-là et de s'abstenir de commettre l'irréparable.